Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi, drame au Parcelles Assainies, le cadavre d'un homme découvert par ses proches. Le décédé affiche des égratignures sur le front. La famille avance la thèse d'un assassinat. Reportage à suivre. Incendie au Metropolitan Centre en ville. Plus de 10 heures pour maîtriser le feu. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont immenses. Nous sommes retournés sur place. Pénurie d'eau en vue à Dakar. Au-delà des ménages, comment les structures sanitaires se préparent au manque d'eau. Nous sommes allés au SAMU municipal de Liberté 6. Ils prédisent une situation insoutenable. Vous le verrez dans cette édition. Deuxième jour du procès de Cheikh Béthio dans l'affaire Madinatoul Salam. 13 personnes devant la barre aujourd'hui, 13 suspects, dont Khadim Seck, le présumé tueur, sur feu Ababakar Diagne. Nous ferons le point avec notre correspondant à Bourg, Abdourahmane Diallo. Et puis arrestation d'une bande de voyous par la gendarmerie de Nguékhokh. 6 personnes arrêtées pour cambriolage et vol de bétail dans le département de Bourg. Plus de détails dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Abba Baldé, ce quinquagénaire, a été retrouvé mort ce matin aux Parcelles Assainies. S'agit-il d'une mort naturelle ou pas? Sa famille, en tout cas, avance la thèse d'un meurtre. La police a ouvert une enquête. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Diafar Abba. Découverte macabre d'un corps sans vie aux Parcelles Assainies, unité 25. Abba Baldé, 56 ans, est retrouvé mort dans le domicile où il réside depuis quelques mois. J'ai constaté le décès vers 9h30. C'est par la suite que j'ai appelé la police pour avoir une confirmation. Il était dans une posture pas du tout confortable. Son front était à même le sol et ses jambes croisées. C'est vraiment triste. Un coup de massue pour ses proches, inconsolable. Ils évoquent même la thèse d'un meurtre. On m'a annoncé le décès et je ne savais même plus quoi faire. Nous étions très proches, il m'appelait très souvent au téléphone. J'ai le cœur meurtri. C'était un homme bien. Il avait l'habitude de venir chez moi durant les fêtes. Mais cette année, il n'est pas venu, ce qui m'a un peu inquiété. D'aucuns disent qu'il a été assassiné. Homicide ou mort naturelle, la police des Parcelles Assainies a ouvert une enquête pour déterminer la cause réelle du décès. 6 malfaiteurs reconnus pour le vol de bétail et de cambriolage ont été arrêtés par la gendarmerie de Nguékhokh. C'est dans le département de Bourg. Les mises en cause qui écumaient la zone détenaient un important matériel, vous allez le voir, qui facilitait leurs agressions. Suivons les explications de l'adjudant-chef Amar Diouf. Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 avril 2019, il a été volé au quartier Diamaguène Nguékhokh 4 moutons par une bande de malfaiteurs. Le mardi 16 avril 2019, à 10 h, le cerveau du groupe formellement reconnu par la victime et localisé a été appréhendé. Les investigations menées ont permis de mettre la main le même jour sur le reste de la bande qui a longtemps sévi dans le département de Mbour, de découvrir des armes et un important lot de matériel servant à faciliter les cambriolages et attaques de toute nature. Au total, 6 individus ont été arrêtés. Et puis l'on parle de l'affaire Cheikh Béthio, le jugement de Madinatoul Salam, direction le tribunal de grande instance de Mbour où nous retrouvons Abdourahmane Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir pour ce deuxième jour de procès? Il faut dire que 13 accusés étaient devant la barre ce mercredi. Les 5 ont tous avoué participer à la bagarre et à l'enterrement de Barasso et Ababakar Diagne, mais ils ont tous aussi nié utiliser des gourdins et barres de fer. Contrairement aux éléments sous-scellés sortis par le juge, on voit des gourdins et des barres de fer tachetés de sang. L'enquête préliminaire a aussi évoqué des traces de sang sur le pick-up et le hammer utilisé par le guide des Tiantakoun. Mais Pape Anne, chauffeur du pick-up, parle du sang de mouton qu'il avait transporté la veille. Et le conducteur du Cher, lui, estime qu'il n'a pas vu de sang sur sa voiture. Aziz Mbaké Ndour ajoute que le Cher n'avait pas assisté à l'enterrement des 2 victimes. Il avait déposé juste le Cher pour voir 2 terrains. Khadim Seck
confirme lui avoir tiré 3 coups dans l'air et le 4e par mégarde, et c'est cette balle qui a touché Ababakar Diagne. Mais d'après toujours les éléments sous-scellés exposés et la projection de photos demandées par le juge, l'enquête préliminaire évoque que Babakar Diagne est enterré vivant car ses habits étaient tachetés d'excréments et de sang. Demba Kébé, qui niait aussi être l'instigateur de la bagarre, a bel et bien assisté à cette bagarre. D'après les photos qu'on nous a montrées, ses habits étaient tachetés de sang et le sang était visible partout. L'audience reprend ce jeudi vers 9h30. 3 membres des familles de Barasso et Ababakar Diagne seront entendus avant le défilé des 21 témoins devant la barre, et parmi ces témoins, il y a les 2 épouses du cher. Et il s'agit de Sohna Aïda Diallo et Adja Dekepen Chérif. Merci beaucoup Abdourahmane Diallo. Et puis vous le savez, dans ce procès, le guide des Tiantakoun est jugé par contumace. Arrêtez-nous un peu sur ce terme. De quoi fait-il référence? Notre reporter Ibou Diouf a donné la parole à un spécialiste du droit. Contumace ou juger l'individu en son absence, Cheikh Béthio Thioune, présentement en France, est cité dans l'affaire du double meurtre de Madinatoul Salam. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour se penche sur son dossier, mais cette fois, c'est par contumace. La contumace, ce n'est rien d'autre qu'une procédure permettant de juger une personne accusée de crime, mais qui ne se serait pas présenté, en fait, qui n'aurait pas déféré à la situation qui lui aurait été servie par le procureur pour être justement présente à l'audience. La contumace ne s'applique qu'en matière criminelle. En matière correctionnelle, on parle de condamnation par défaut. Mais si cette personne-là donc ne se présente pas, ou alors ne se présente pas, même si en fait elle a des motifs, si ces motifs-là n'ont pas été portés à l'attention donc de la cour et du procureur, ben à ce moment-là, la personne en fait va être jugée comme si elle était là. En fait, une mesure de condamnation intervient, et bien donc là, donc cette peine-là en fait va courir. Et elle sera à tout moment arrêtée. Dans ce cas de figure, et parlant des conséquences du jugement par contumace, la mise sous séquestre est souvent brandie. Si effectivement la personne est condamnée, il y a des mesures que l'on peut qualifier quelque peu de mesures conservatoires qui consistent en fait, à la mise sous séquestre de tous ses biens. C'est ça le problème. Donc là, en fait, même maintenant pour nourrir sa famille, eh bien, il faudrait que le président donc, du tribunal de grande instance, du lieu où justement en fait il réside, donne justement son onction par rapport à ça. Pour rappel, les avocats de Cheikh Béthio Thioune avaient déposé un dossier médical pour justifier son incapacité à assister au procès, mais les conseils de la partie civile ont plaidé le jugement par contumace. Et puis on reparle de cet incendie au centre commercial Multimarque. Le feu se serait déclaré hier soir. Les sapeurs-pompiers ont eu manifestement du mal à venir à bout de ce brasier, puisqu'il a fallu plus de 10 heures d'horloge avant de maîtriser complètement le feu. Revenons sur tout ça avec Cheikh Diop et Diafaraba. Cet immeuble sous-sol de 5 étages en feu depuis 2h30 du matin, contacté par un riverain. Les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux de l'incendie 5 minutes après. Un immeuble difficile d'accès. L'engin le plus proche s'est présenté et depuis, comme vous avez dû le constater, on est en train de lutter contre les flammes. Là, le feu est éteint présentement. On est en train de tout faire pour quand même que les débris qui charbonnent, qu'on puisse les éteindre, qu'il n'y ait pas de risque de propagation. Mes soucis en tant que commandant des opérations de secours, c'était d'abord d'accéder à l'intérieur du magasin. Pour pénétrer, c'était assez compliqué parce que beaucoup de portes, notamment les accès ouest, étaient blindés. Donc on a tous les soucis pour les défoncer. Ces commerçants sont dans le désarroi. Impossible pour eux de partager avec nous leurs sentiments. Je suis vraiment effondré.
Difficile de dire l'origine de cet incendie et le bilan matériel pour le moment. Un de mes soucis également, c'était d'éviter de couper les propagations. Donc on a évacué les bâtiments mitoyens. Et dans ce bâtiment-là, on a eu quand même 3 personnes qui étaient intoxiquées par les feux, mais qui ont été prises en compte par notre unité médicale qui était sur place. Ainsi, une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du feu. Vous avez vu les services de police et se chargeront après de mener les enquêtes et de nous dire globalement les tenants et les aboutissants. Maintenant, c'est l'enquête probablement qui va déterminer les causes. Ce qu'on peut retenir, c'est que ici, de toute façon, c'est un bâtiment qui a un sous-sol. Et lorsqu'il y a un sous-sol, c'est extrêmement difficile. La recrudescence des incendies au Sénégal, toujours d'actualité, une situation que déplore la population en raison des pertes matérielles, financières et parfois même des pertes humaines. Voilà, le feu est complètement maîtrisé, mais les sapeurs-pompiers vont faire des rondes chaque heure pour assurer la sécurité des lieux. Les riverains interpellés sur place manifestent tristesse et compassion. Nous sommes retournés cet après-midi avec Mohamed Samb et Modou Diop. Après cet incendie déclaré, les riverains trouvés sur les lieux sont sous le choc. Ils témoignent leur compassion aux propriétaires du bâtiment. À vrai dire, je n'ai pas dormi depuis hier. Encore moins, je n'ai pas mangé. Je me demande vraiment comment le propriétaire du centre commercial doit se sentir en ce moment-là. Les sapeurs-pompiers ont passé des heures sur l'endroit où s'est produit l'incendie pour circonscrire le feu. Depuis ce matin, on est confronté à un feu de magasin. Donc, à ce moment-là, on est à la phase de déblayer et de garnissage. Le feu est éteint. Donc, tous les foyers principaux ont été circonscrits. Et maintenant, on est à la phase de déblai. Les soldats du feu persistent encore pour que la situation soit totalement maîtrisée, ils admettent comme solution. De toute façon, ils coordonnent avec une équipe de surveillance et une équipe de ronde. En fait, le feu ne risque plus de se propager, de sortir de l'immeuble pour aller se propager vers les autres habitations qui sont à côté. L'incendie du centre commercial Scrupules est l'un des plus importants que les riverains de l'avenue Blaise Diagne aient connu, après celui de Petersen qui s'est produit le 15 mars dernier. Merci beaucoup Mohamed. La hantise du manque d'eau frappe aussi les structures sanitaires. À l'hôpital Samy municipal de Liberté 6, le seul réservoir dont il dispose ne pourra pas alimenter tous les services. Comment les secteurs sensibles se préparent au manque d'eau? Dans ce reportage de Maïmouna Ndiaye, vous allez vous rendre compte, ça n'a pas toujours été facile. Hospitalisation, maternité, soins externes. Ces différents services ont fait les frais des travaux de consolidation de l'usine de production d'eau de Keur Momar Sarr. Nous sommes au service d'assistance médicale d'urgence SAMU. Des soins qui se font, qui nécessitent au préalable toutes les mesures d'asepsie rigoureuses. Et imaginez l'impact que peut avoir le manque d'eau, surtout vis-à-vis des maladies, vis-à-vis des infections associées aux soins. Seule alternative, ce réservoir pour alimenter toute la structure. Nous avons un réservoir que nous utilisons, mais malheureusement, le réservoir, il lui arrive souvent d'être vide. Donc, à des moments cruciaux, on a eu à recourir souvent au numéro vert de la SDE pour qu'ils nous envoient leur camion citerne. Donc, il y a eu 2 ou 3 interventions qui se sont déroulées ici. Mais mis à part ça, on est obligé des fois de faire vraiment avec les moyens du bord. Des mesures fortes sont toutefois attendues pour ne pas revivre les mêmes calvaires. Ce sera très difficile, le réservoir ne pourra pas du tout. Et là, vraiment, j'avoue que nous-mêmes, ça commence à vraiment nous peser sur la conscience. On se pose la question comment réellement nous allons nous y prendre. Et l'idéal aujourd'hui, c'est que la SDE puisse prendre des mesures visant à s'approcher des structures sanitaires durant cette période et à assurer un approvisionnement correct, ne serait-ce que par le système des camions citernes des différentes structures sanitaires. En attendant le retour à la normale, le personnel de santé de SAMU municipal dit plus jamais ça.
Voilà, rappelez que les travaux vont démarrer demain, donc perturbations à prévoir à partir de demain jeudi. De l'eau et de l'électricité, c'est ce que réclament les femmes de la localité de Nguénénène, dans la commune de Dara, dans le nord-ouest. Ces mères de famille sont très en colère contre les autorités. Reportage Modoubaye. Voici le quartier de Nguénénène situé à l'extrême nord de la commune de Dara Djolof. Ici, les populations de cette localité sont confrontées à d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. L'unique point d'eau de cette localité est cette borne fontaine qui ne parvient plus à les satisfaire en liquide précieux. À l'aube, comme vous le voyez, tout le monde fait la queue pour avoir de l'eau. Là, c'est difficile. Nous, ce que nous voulons, c'est l'eau. Dans tout le quartier du Moïse, il y a un seul borne fontaine. On a constaté que dans ce quartier, les élèves vont tardivement à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'eau. Autre doléance des habitants sont l'absence totale d'électricité et l'insuffisance du personnel médical dans leur structure sanitaire. Ici, comme vous le voyez, personne n'ose sortir de sa maison à partir de 22h, à partir de 21h même. Comme vous le voyez, dans les rues, il y a les chiens, il y a l'insécurité qui règne dans ce quartier. Pourquoi? Parce que le quartier est obscur. Le personnel aussi n'est pas suffisant. Il y a un seul infirmier. Des fois, on est fatigué d'attendre. Des fois, il y a des problèmes là. Si on pouvait augmenter le personnel du poste de santé aussi, ce sera un meilleur pour nous. Très en colère, ces femmes du quartier de Nguénénène invitent la municipalité de Dara Djolof à prendre en charge leurs préoccupations. Et elles menacent de passer à la vitesse supérieure si toutefois que leurs problèmes ne trouvent pas solution. L'opération de désencombrement des rues de Dakar a débuté dans la nuit dernière. Les abords de l'Assemblée nationale jusqu'au carrefour du ministère de l'Intérieur ont été complètement dégagés. Beaucoup de voitures ont été également mises en fourrière. Opération dirigée par les ministres Abdoukarim Fofana, la maire de Dakar, Soham Wardini, et le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb. Voyons tout cela avec Thioromar Ndiaye et Nabi Dieng. L'opération de désencombrement de la voie publique a démarré à Dakar Plateau sous la houlette du ministre de l'Hygiène publique et du maire de Dakar. Une opération qui cible pour le moment que les épaves. Nous avons décidé ce soir de commencer les opérations de désencombrement qui vont d'abord être dédiées aux épaves de véhicules. Nous ne nous attaquons pas encore aux personnes parce que pour les personnes, le président de la République a donné des instructions fermes. Il faut qu'il y ait une concertation et ça va être fait. Maintenant, il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. C'est la libération de la circulation. Soham Wardini, elle, se félicite d'une telle initiative. Nous nous réjouissons que l'État nous rejoigne parce que nous n'avons pas ces moyens dont l'État dispose. Donc, Dakar Ville propre, je pense que c'est en bonne voie. Et avec cette opération de déguerpissement qui démarre ce soir, je pense que les emprises seront libérées, la circulation sera plus fluide. Le ministre en charge de l'urbanisme promet la fermeté et un suivi. Notre maître mot, c'est d'éviter les coups d'éclat. Les points sur lesquels nous avons le plus travaillé, c'est sur la pérennisation. Donc nous comptons avec le soutien de Madame le maire, maître des volontaires de la ville de Dakar, des écovigiles du ministère de l'Urbanisme, mais aussi des forces de sécurité. Et puis aussi impliquer les populations. Parce que la pérennisation, c'est une histoire d'implication citoyenne. En attendant, les marchands ambulants et autres commerçants qui occupent la voie publique ont du souci à se faire, même si la concertation est prônée par les autorités. À Saint-Louis, le marché de Ndartout est complètement à terre. Les commerçants cohabitent avec les rats et les ordures, une situation catastrophique dénoncée par les commerçants qui étaient en conférence de presse. Ils ont aussi réclamé l'arrêt de la foire commerciale du festival de jazz de Saint-Louis qui plombe, selon eux, leurs activités. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Le marché mythique de Ndartout est dans un état catastrophique. Le bâtiment est complètement en ruine. Les ordures polluent l'atmosphère. Les étangs sont également devenus depuis quelques années le nid des rats et autres animaux. Et pourtant, les poissons consommés par une partie des Saint-Louisiens sont vendus ici dans ce lieu. Une situation que dénoncent les commerçants. Il faut prendre des mesures, surtout en ce qui concerne le marché Djaoudjen. C'est trop ce qui se passe ici. Ce n'est plus sûr de rester dans ces lieux. L'État sénégalais a malheureusement pour habitude d'agir tardivement. Et c'est vraiment à éviter. Il nous faut de l'aide.
Pour les commerçantes de Ndartout, l'État doit réfectionner dans les meilleurs délais le marché historique de la vieille ville construit depuis plus d'un siècle. Ici, tous les commerçants sont inquiets et notre marché est le premier au Sénégal. Donc c'est anormal que cette situation nous arrive. Nous avons honte de savoir qu'un tel marché se trouve à Saint-Louis. Les touristes et les fonctionnaires n'arrivent plus ici à cause des reptiles. À Saint-Louis, les commerçants ne sont pas également contents de l'organisation des foires dans la commune et accusent le maire de Saint-Louis, Mansour Faye. La foire du festival de jazz de Saint-Louis devrait être seulement une foire artisanale, mais pas commerciale. Et la foire va démarrer le 26 avril de ce mois. De ce fait, nous interpellons le maire de la ville de Saint-Louis à nous aider. Nous dénonçons vraiment les foires qui durent des semaines. Ces foires freinent nos activités. Les commerçants ne comptent pas s'en arrêter là. Ils veulent que ces deux doléances soient prises en charge par le maire de Saint-Louis pour une meilleure organisation de leurs activités. Voilà, et le festival de jazz de Saint-Louis sera célébré du 26 au 30 avril prochain. Et puis 5 tonnes de produits nocifs à la consommation saisies par le service d'hygiène. C'est dans le cadre d'une opération de saisie des maraudes qu'ils effectuent dans les marchés. Au marché Tilène justement, beaucoup de produits ont été mis sous scellé par le service d'hygiène. Reportage Mamadou Fall d'Ambidjeng. Le service d'hygiène répond favorablement à l'appel du chef de l'État. Une série d'opérations menées dans les marchés afin de les rendre sains, mais également mettre la main sur des produits impropres à la consommation. La Médina, première localité choisie. Aujourd'hui, nous avons fait ce lancement dans la commune de Médina. S'il en est ainsi, c'est que le maire est très engagé pour ces questions. Et le marché de Tilène aussi doit interpeller tout le monde. L'insalubrité au niveau de nos marchés et gares. L'insalubrité dans la manipulation des produits alimentaires. Cette situation dangereuse pour la santé a conduit à notre unité d'élaborer de façon concertée ce qu'on appelle un dispositif sentinelle. D'importantes quantités de produits ont été saisis durant cette opération, en plus des 5 tonnes d'aliments impropres à la consommation déjà enregistrés. L'opération, on n'a pas encore toutes les informations relatives à la quantité, mais je vous dis qu'actuellement, demain même, on va faire une destruction de produits. On a plus de 5 tonnes de produits qui sont là, qu'on va détruire, qui sont saisis dans le commerce. Mais pour cette opération type, je n'ai pas encore toutes les statistiques des équipes par rapport, mais quand même il y a des saisies assez importantes. Le maire de la commune de la Médina magnifie la vision du chef de l'État et promet de changer le visage de sa commune d'ici quelques mois. La Médina est surpeuplée, on est plus de 150 000 habitants, surpeuplés. Et que de ces 150 000, je vous dis que les plus de 100 000 ne sont pas des Médinois, ils logent ici. Il y a des gens qui dorment même dans la rue, et la nuit tu traverses ici, les gens dorment même par la rue. Donc voilà des choses qu'il faut éradiquer. Et toujours on dit, il y a le masla, non, élection, cela ne m'intéresse pas. Que les élections viennent, ce n'est pas mon problème. Le masla, alors, si ils n'ont qu'à me sanctionner, mais la Médina, je vous dis que dans ces 3 mois-là, on aura une Médina nouvelle. Le service d'hygiène compte envahir d'autres localités du Sénégal. Objectif, sauver les populations des maladies liées à la consommation de produits avariés ou de liés infectés. Merci Maudu. Parlons à présent éducation avec la banlieue de Dakar. Les chefs d'établissements privés dénoncent la répartition des fonds destinés aux écoles privées. À elles seules, ces écoles regroupent 152% des élèves du département de Guédiawaye. Il faut donc revoir les critères d'éligibilité des aides. Salif Sow, Asmalik Diop. À Guédiawaye, les écoles privées font plus de 150 et reçoivent près de 52% des élèves du département. Toutefois, les conditions d'études restent une équation. La répartition des fonds destinés aux établissements privés, par exemple, la lourde faute. Je ne parle pas de ces 40% qui sont alloués à l'éducation, mais au niveau du privé, on ne le sent pas. Il faut avoir le courage de le dire. Même au niveau local, on ne sent pas l'accompagnement des autorités locales. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes, nous le faisons avec nos pauvres moyens. Et l'éducation est une compétence transférée. Donc nous devons être pris en charge au niveau des collectivités locales. Cependant, l'équipement des écoles privées se fait par les moyens du bord. Les élèves du privé font cours dans des chambres et des salons, bref, dans des locaux à usage d'habitation. Le changement de cadre est primordial pour les acteurs du secteur.
Ces grandes écoles-là, on leur octroie un terrain, on leur octroie des subventions, mais nous n'avons pas ça. Mais ils ne sont pas meilleurs que nous parce qu'ils ne font pas de meilleurs résultats par rapport à ces écoles. Vous voyez que la plupart des écoles privées ici, nous louons des maisons que nous transformons. Donc c'est un peu difficile. Mais quand même, UNAS vient maximiser cet espace-là. On va l'utiliser à bon escient pour que les élèves puissent être à l'aise. Les acteurs et partenaires de l'enseignement privé exigent aux autorités compétentes la correction de leurs copies. Et puis 200 enfants sont traités chaque année des hydrocéphalies dans le service neurologie de l'hôpital Fann, une pathologie qui impacte négativement le devenir des tout-petits. Les spécialistes alertent sur les signes et regrettent tout de même le retard dans les diagnostics. Fatou Kinedem. L'hydrocéphalie, un problème de santé publique dans les régions africaines, une pathologie, beaucoup d'impact sur le devenir de l'enfant. Mais également, c'est une pathologie qui peut impacter de façon très nette sur le devenir des enfants, puisque c'est une pathologie qui touche préférentiellement les enfants. Actuellement, nous traitons environ 200 enfants chaque année d'hydrocéphalie. Un nombre qui augmente faute de retard dans le diagnostic. L'appel que je lance aux parents, c'est que s'ils suspectent une augmentation du volume du crâne de leur bébé, il ne faut pas traîner. Mieux vaut pécher par excès que par défaut. Donc dès le moindre doute, n'hésitez pas à venir consulter à l'hôpital et éventuellement voir un neurochirurgien. Le problème du retard diagnostique est toujours là, puisque ces malades, habituellement, ils mettent du temps à venir consulter. D'où une répercussion sur le cerveau avec des séquelles souvent lourdes. En réalité, l'hydrocéphalie n'est qu'une manifestation d'un autre problème neurologique. Dans la plupart des cas, chez les enfants, il s'agit de malformations neurologiques qui vont entraîner la fermeture du circuit d'écoulement de l'eau dans la tête. Et quand ces circuits sont fermés, l'eau s'accumule et donne ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. Et chez les enfants, puisque la fontanelle est encore ouverte, il y a une tendance à une augmentation du volume du crâne. Selon professeur Mbaïchoub, les moyens et les ressources humaines existent pour une bonne prise en charge. Puisque les valves avec lesquelles nous le traitions coûtaient 150 000, aujourd'hui ces valves sont à 50 000 francs. Il y a un traitement qui est plus récent qui s'appelle une ventriculostomie. C'est une caméra qu'on met dans la tête, on regarde très bien ce qu'on fait et on crée une communication entre l'intérieur des cavités ventriculaires et le milieu où l'eau doit être réabsorbée. En revanche, les spécialistes appellent à une décentralisation des soins et une subvention des interventions chirurgicales. Merci beaucoup Fatkine. Et puis ces informations qui viennent de nous parvenir, de nouvelles nominations donc en Conseil des ministres. La Sénélec a un nouveau directeur général. Il s'agit de Pape Demba Bitèye, l'ex-secrétaire exécutif permanent à l'énergie, qui devient donc le nouveau patron de la Sénélec en remplacement de Matar Cissé. Et puis Biram Faye devient le patron de l'ASP comme directeur général. L'ancien ministre des Télécommunications, Abdoulaye Bibi Diallo, devient quant à lui le directeur général de la Poste. Il remplace donc Siré Dia, PCA de la LONASE. Et puis Pape Dian est remplacé par Modou Diagne à la Sonacos. Mamboy Diao est nommé directeur des douanes en remplacement de Mamour Diallo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Jour 1 du Forum de Dakar à Hackathon pour développer une application pour les touristes du Sénégal. C'est la première note du Forum de Dakar. Visite dakar.net, un projet destiné à impulser la destination du Sénégal. Voyons tout cela avec Aïssatou Païfal et Thierno Laurent Mendy. Ils sont au moins plus d'une vingtaine. Ils sont en compétition pour le premier hackathon itinérant organisé dans le cadre du Forum de Dakar. Leur objectif ? Apporter des solutions numériques pour booster le tourisme. Ma poussée, c'est déjà l'objectif d'atteindre les 3 millions de touristes à travers l'imagination, à travers l'innovation des jeunes et l'implication surtout des acteurs dans le cadre de ce projet d'une très grande envergure pour justement apporter ma contribution avec bien sûr l'appui de ce hackathon à montrer, à développer des talents grâce à un ensemble de personnes avec qui je souhaite travailler dans un projet précis. Pour le directeur général de l'ADIE, ce projet revêt une importance particulière. Je ne doute point que les solutions issues de ce hackathon seront d'un grand intérêt pour le secteur touristique. Les idées et les solutions novatrices qui en ressortiront seront d'une contribution qualitative
certaines pour la promotion de la destination Sénégal et le développement du secteur touristique. Comme disait Walt Disney, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Alors faites divaguer votre imagination, laissez exprimer votre créativité. À l'issue de ce hackathon, les meilleurs projets primés. Les 4 profils ont été réunis par équipe de 5, donc on en a sélectionné 20 qui sont ici présents. Et ce sont ces 20-là qui vont concourir à ce hackathon. Et il y aura 2 lauréats qui seront accompagnés par l'ADIE. Ils vont exprimer leur créativité et essayer de participer au développement du secteur touristique. L'actualité sportive avec la finale de la CAN U17 Tanzanie 2019 qui va opposer la Guinée au Cameroun, un remake d'une des rencontres du premier groupe B. Les deux sélections ont sorti en demi-finale respectivement le Nigeria et l'Angola à l'issue des séances de tir au but. Mambiram Diouf. Guinée-Cameroun, c'est l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 Tanzanie 2019. Pour les Guinéens, la 3e tentative est la bonne. Demi-finaliste malheureuse lors des 2 dernières éditions, la Guinée a sorti cette fois-ci le Nigeria, une place en finale obtenue au but du suspense. En manque de réussite, Guinéens et Nigérians se neutralisent à l'issue des 90 minutes de jeu. La séance de tir au but met aussi du temps pour choisir son vainqueur qui est la Guinée, 10-9 pour sa première qualification en finale. C'est presque par ce même scénario que le Cameroun est aussi arrivé en finale aux dépens de l'Angola. Réduit à 10 au début de la seconde mi-temps, les cadets camerounais ont tenu jusqu'à la séance des tirs au but. 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Il s'impose finalement 4 tirs au but à 3. 16 ans après son unique sacre dans cette catégorie, le Cameroun tentera de soulever une nouvelle fois le trophée de la CAN U17 le dimanche 28 avril face à la Guinée. Les deux sélections s'étaient déjà confrontées au début de cette compétition, une rencontre à l'avantage des Camerounais, 2-0. Voilà, la Guinée qui a éliminé le Sénégal sera donc en finale face au Cameroun. Et puis Coupe de la Ligue édition 2019, les affiches des demi-finales connues. Génération Foot va accueillir l'AS Jaraaf pour le choc de ce tour. Une rencontre entre les 2 premières équipes du championnat local. Dans l'autre demi, Djambar, leader de la Ligue 2, va recevoir l'US Gorée, pensionnaire de la Ligue 1. Les 2 rencontres sont prévues le 15 mai prochain. Et puis parlons Scrabble à présent, le Sénégal sur le 3 de l'Afrique à l'issue des 4e championnats d'Afrique Congo 2019 avec Arona Gaye doublement sacré dans 2 des 4 épreuves majeures de la compétition. Les Lions sont revenus avec des médailles, voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Le Scrabble sénégalais encore porté au pinacle. Au 4e championnat d'Afrique de la discipline au Congo, les Lions ont réussi une belle moisson. 3 médailles dont 2 en or dans les épreuves majeures, duplicate et blitz. Par exemple, le duplicate est l'élément phare, n'est-ce pas, de ce championnat. Et c'est gagné par Arona Gaye, qui nous a valu une médaille d'or. Après, il y a aussi une autre médaille d'or par le même Arona, mais le blitz, qui est une forme assez rapide. Nos jeunes vieux, qu'on appelle les vermeils, ont excellé en battant les jeunes. Et ils ont pris la 2e place et une médaille d'argent. Une belle performance de l'équipe nationale amputée de 2 de ses meilleurs membres, les frères Silla. Le Sénégal, en 2016, on était au Togo, où nous avons glané 14 médailles. Bon, c'est vrai qu'en ce moment-là, on était parti avec une délégation plus forte, mais on était parti aussi avec un élément majeur qu'on ne peut pas laisser en place, c'est Ndongo Samba Sylla, qui est champion du monde aussi comme Arona, et qui actuellement, aujourd'hui est le meilleur classé au niveau africain, hein, dans le classement international. Bon, pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu se déplacer. C'est pour cela que la moisson aurait pu être plus fructueuse.
Dans 3 mois, le Scrabble sénégalais aura peut-être l'occasion de briller une nouvelle fois lors des championnats du monde en France. L'année dernière, Matar Sylla a été médaille de bronze au Blitz. Ndongo Samba Sylla, qui n'avait pas touché le jeu pendant 1 an, est classé 5e mondial. Vous voyez, donc la performance. Donc cette année, on est prêt. Arona est en super forme. Parce que d'habitude, il a mis du temps à revenir, c'est vrai, parce qu'il s'était éloigné du Scrabble. Mais maintenant, je pense qu'il a retrouvé ses marques. Un podium mondial en juillet en France, c'est l'ambition du Scrabble sénégalais qui s'est déjà hissé à une 5e place avec Ndongo Samba Sylla. Voilà, c'était l'excellent cher Sadibou Diarra. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute la rédaction. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour le GT de 20h. À suivre dans vos programmes ce soir, Faram Fatché avec Papanga Ndiaye qui reçoit Ahmed Khalifa Niasse. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.